des cerises, et gai rossignol, et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, la 74e, avec en régie Maïté, avec aussi, hélas, l'absence de notre camarade Raymond Lascience, alias Jean ou l'inverse, qui est parti fermer sa datcha pyrénéenne, mais qui sera de retour mardi prochain, je vous le promets. Enfin, il a intérêt en tout cas, parce qu'autrement on se sentirait vraiment très mal. Donc, on va commencer tout de suite avec la rubrique, non pas la minute de militance de Raymond Lascience, mais la minute de militance de Ribouldingue. Ribouldingue qui est, vous l'avez deviné, son remplaçant pour cette émission. Raymond Lascience s'étant carapaté provisoirement autant qu'intempestivement pour des raisons bucoliques hautement louables, je m'y colle tout aussi provisoirement. Pour gueuler, marre de cette bande de sinistres crétins qui croient nous gouverner. Non, mais des fois. Tiens, ou tenez, si vous êtes au moins deux à nous esgourder. Le jour de la dernière manif, celle-ci à peine en état de marche, un communiqué du squat élyséen qui crache une estimation du nombre des manifestants. Une estimation élyséenne, ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit, au rade du bistrot du coin. Sensiblement moins nombreux que lors de la précédente, et donc le signe que nous autres, nous sommes d'accord avec le faire-part de deuil des retraites rédigé par le gouvernement. Il faut déjà le faire. Qui gouverne qui et au nom de quoi on cherche depuis 2007. Et encore 2 ans à tirer avant la quille. Bordel. Sensiblement moins nombreux. Un immense éclat de rire secoue encore le pays. Peut-être même un éclat de rire inextinguible. La vache. Et ainsi de tout ce qui soigne des palais des soi-disant élus de la République. Une mascarade qui danse la farandole, avec les écoutes téléphoniques, des dizaines, des centaines de milliers, malgré la loi votée par les godillots de l'UMP.
qui interdit ce genre de manip, sauf pour d'éventuelles menaces terroristes et autres billevesées de la même eau croupie. Alors, est-ce que cette source du monde, ce quotidien vespéral des marchés, a mis en danger la nation? That is the question, dirait un membre du Parlement british. On s'en éclate là encore de rire. Pas le pouvoir qui persiste et signe. Pas les Pandores qui s'embourbent dans leur magouille. Pas la justice qui, mais la justice quoi? On ne sait pas, on ne sait plus. Mensonge ici, mensonge à Bruxelles et rodomontade à l'ONU. Où le petit bonhomme en bouse, pas en mousse, mais en bouse, de l'Élysée, essaye de faire croire au monde que c'est un brave type qui veut se battre avec ses petits poings contre la misère qui balafre la planète. Tout en sachant que ces propositions foireuses n'ont aucune chance d'être adoptées. Ni par l'oncle Sam, ni par la Chine, l'Inde, etc., etc. La plupart des pays du monde, d'ailleurs, n'ont rien à battre de la misère du monde. Apparemment donc personne. Car qui sait? Alors la presse étrangère s'explose de commentaires sardoniques sur l'épais foireux du Sarkozy 2, qui croit probable qu'en exposant sa couineuse, va tirer son épingle de cravate du jeu. Pauvre mec. Tandis qu'ici il continue à foutre allègrement en l'air tout ce qui pouvait rendre la vie moins précaire, mais rassurez-vous, pour lui et ses affidés, ça roule. Et n'est-ce pas l'essentiel? La tiré y la dejé, a ver aportándome por la carretera la amé. A ver a puerta cogí un largo camino, a ver a puerta y este camino me dio la suerte de abrazar mi nueva vida. Y esta vida me llenó, no me al viajar no me curé de nada, más duro era, más yo sudé. Y si es locura anda por la tierra entera, esta locura la canté. Aguay, 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 cada día tú me darás, y cada día tú me das, cada día tú me das, tú me darás. La vida sonora, cada día tú me darás, y cada día tú me das, cada día tú me das, tú me darás. Triste vida la tiré a los canales, mi triste vida la tiré y la dejé. Sale corriendo aprovechando la cadera, y la cadera la gané. Salí corriendo en este mundo colorado, salí corriendo y el color me dio la suerte de tener una nueva hora. Y esta hora me empujó, 8 amigos, 8 caminos y 8 ríos. 80.000 historias yo te conté la libertad que no acepto, y la libertad la me echó. Guay, 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 yo cada día tú me das, y cada día tú me das, cada día tú me das, tú me darás. La vida es sonora, cada día tú me das, y cada día tú me das, cada día tú me das, tú me darás, tú me darás. ¡Justo París! La vida es sonora. Por favor, no me digas que todo fue un sueño, no me digas mentira mi amor. Yo sé que no soñé, no. Y si los años no paran de pasar, el recuerdo vive y suelo recordar un concepto ruidoso motor que no para. Cada día tú me das, cada día tú me das, cada día tú me das, tú me darás. La vida sonora, cada día tú me das, y cada día tú me das, cada día tú me das, tú me darás.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. À Racaille, la 74e, avec Maïté au potard et Roro au crachoir, pour vous causer dans le poste d'un certain, enfin c'est le titre d'un bouquin, par Joris Karl Huysmans, 1848-1907. Un papier préparé avant son départ pour la montagne, par notre camarade Jean, comme d'hab. Alors déjà, le commentaire. Selon Félix Fénéon, 1861-1944, critique d'art lui-même, le livre que Huysmans a consacré à la critique d'art, L'art moderne, dont le titre est certain au pluriel, et droit primitif, sont pour leur sûreté de verdict et leur forme et leur ferme exécution les seuls qui aient été faits sur l'art moderne. Huysmans était l'historiographe des premières campagnes impressionnistes. Il a célébré Delacroix, Goya, Turner et roulé les peintres officiels de son époque dans un gluant mépris. Il faut dire que l'écriture de Huysmans, vous allez en avoir un aperçu tout de suite. Comparer Puvis de Chavannes et Gustave Moreau, les marier alors qu'il s'agit de raffinement, les confondre en une botte d'admiration unique, c'est commettre vraiment l'une des plus obséquieuses hérésies qui se puisse voir. Gustave Moreau a rajeuni les vieux sointes, j'aime bien, Gustave Moreau, écoutez bien, a rajeuni les vieux sointes des sujets par un talent tout à fait subtil et ample. Il a repris les mythes éculés par les rengaines des siècles et il a exprimé dans une langue persuasive et superbe, mystérieuse et neuve, ce qu'il a su d'éléments épars créer une forme qui est maintenant à lui. Puvis de Chavannes n'a rien su créer. Il ne s'est pas abstenu comme M. Moreau des tricheries académiques, des vénérables devoirs. Il a détroussé les primitifs italiens, les pastichant même d'une façon absolue parfois. Là où les gens du Moyen-Âge étaient croyants et naïfs, il a apporté la singerie de la foi, le retors de la naïveté. Au fond, c'est un bon vivant dont le famélisme de peinture nous dupe, c'est un vieux rigodon qui s'essuie dans le requiem. Non, pas qui s'essuie, qui s'essaie dans le requiem. Pardon, encore une fois. Éloigné de la cohue qui nous verse, à chaque mois de Marie, l'IPCA spirituel du grand art, Gustave Moreau n'a plus depuis des années immobilisé de toile sous les mousselines qui sèchent, en papillonnant, de même que de misérables dais, dans les hangars vitrés du palais de l'industrie. Il s'est également abstenu des exhibitions mondaines. La vue de ses œuvres, confinées chez quelques commerçants, est donc rare. En 1886, cependant, une série de ses aquarelles fut exposée par les Goupil dans leur galerie de la rue Chaptal. Ce fut dans la salle qui les contint un autodafé de ciel immense en ignition, des globes écrasés de soleil saignant, des hémorragies d'astres coulant en des cataractes de pourpre sur des touffes culbutées de nus. Sur ces fonds d'un fracas terrible, de silencieuses femmes passaient, nues ou accoutrées d'étoffes serties de cabochons, comme de vieilles reliures d'évangélicaires, des femmes aux cheveux d'une soie qui s'effile, aux yeux d'un bleu pâle fixe et dur, aux chairs de la blancheur glacée du latex, des Salomé tenant, immobiles dans une coupe, la tête du précurseur qui rayonnait, macérée dans le phosphore, sous des quinconces aux feuilles tondues, d'un vert presque noir, des délices chevauchant des hippogriffes et rayant du tapis de leurs ailes l'agonie des nuées, des idoles féminines tiarées, debout sur des trônes aux manches submergées par d'extraordinaires fleurs, ou assises en des poses rigides sur des éléphants au front mantelé de verre, au poitrail chapé d'or froid,
couturés ainsi que des sonnailles de cavalerie, de longues perles, des éléphants qui piétinaient leur pesante image, que réfléchissait une nappe d'eau éclaboussée par les colonnes de leurs jambes cerclées de bagues. Voilà, je ne sais pas si vous avez ouï, mais c'est une langue vraiment extraordinaire. Les écrits sur l'art de Joris Karl Huysmans ont été regroupés par Flammarion en 2008. On peut trouver ce livre pour environ 9 €. Vous pouvez bien entendu le commander auprès de la Républico, 145 rue Amelot 75 011 Paris. Téléphone 01 48 05 34 08 et le site internet www.librairie-publico.com. Voilà, c'est des écrits de Huysmans sur on pourrait dire une exécution en règle des truqueurs, des fabricants de poncifs face à des gens beaucoup plus réservés comme pouvait l'être Gustave Moreau, dont je vais vous reparler après la pause musicale, pour vous indiquer surtout qu'il y a un musée national Gustave Moreau, je crois que c'est rue de la Rochefoucauld, pas loin de les Galeries Lafayette, enfin derrière les Galeries Lafayette, un musée magnifique qui est son ancien atelier et son ancien appartement. Voilà. Donc à tout à l'heure pour la poursuite de votre instruction publique par un délégué de Jean, qui est normalement le hussard noir qui s'en occupe pendant toutes les émissions que nous produisons. Paul au menton. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Et quelle voix! Je pense que vous êtes transporté par cette espèce de charme indéfini. Sable qui... Bref, avec Maïté au potard et moi au crachoir, pour reprendre les textes de Jean. Enfin, on a préparé une partie
concernant bien sûr l'histoire de l'art, et cette histoire de l'art, cette histoire d'artiste, cette histoire de peintre symboliste concerne plus particulièrement Gustave Moreau. Je vous donne ses dates de naissance, car c'est très important selon mon camarade Jean. 1826-1898. Toute sa vie, Gustave Moreau a collectionné dessins, photographies, livres illustrés, qui ont servi de base à son inspiration picturale. Académique, romantique, italianisant ou perçoit dans ses personnages les effets de Michel-Ange, les fonds et les clairs-obscurs de Léonard. Mais ces références, auxquelles s'ajoute le goût des lignes tarabiscotées des miniatures indiennes, la précision du trait et des formes inspirées des ouvrages de gravure, finissent par se combiner inextricablement pour se finir en des créations originales. Créations qui n'ont la tronche d'aucune autre. Moreau pensait que la peinture était un art qui devait chercher à faire la nique à l'émail. Un tableau tel que Jupiter et la sémélée qui fait la planche sur ses genoux constitue le meilleur exemple de cette histoire. Pour Gustave, Vinci ou Poussin, auquel il aimait se référer, la peinture est un produit de l'esprit. Elle ne cherche pas à recréer la nature, elle s'adresse à l'esprit et vient du plus profond du créateur. Moreau ambitionne de faire une œuvre où se trouvent, selon ses propres mots, toutes les aspirations de rêve, de tendresse, d'amour, d'enthousiasme et d'élévation vers les sphères supérieures, tout y étant haut, puissant, bienfaisant, tout y étant joie d'imagination, de caprice et d'envolée lointaine aux pays sacrés, inconnus et mystérieux. La peinture de Moreau fait rêver plus que penser. Elle vise à transporter le spectateur vers un autre monde. Par le choix de ses sujets, Moreau veut s'évader du réel. Religieux sans pratiquer, il considère que la peinture, miroir des beautés physiques, réfléchit également les grands élans de l'âme, de l'esprit, du cœur et de l'imagination, l'évocation de la pensée par la ligne, l'arabesque et les moyens plastiques. Voilà son but. Et pourtant, fut le professeur de deux artistes majeurs de l'art moderne, Matisse et Rouault, dont le travail semble, pourtant, si éloigné de celui de leur mentor. Mais l'est-il vraiment? C'est la question qu'on peut se poser, parce que quand effectivement, on est confronté au travail de Matisse particulièrement, qui est plutôt un travail de jouisseur, qui aime la vie, les femmes, les couleurs, la liberté aussi du trait et de l'expression. On est vraiment à des années-lumière, semble-t-il en tout cas, du travail de Gustave Moreau. Quant à Rouault, il a au moins un point commun avec son maître, c'est une espèce de mysticisme qui se traduit dans son travail, surtout quand son travail exalte d'une manière assez brutale le religieux. Voilà, je vous ai j'ai un peu évoqué le musée Gustave Moreau, qui, de mon point de vue, peut vous aider à vraiment comprendre qui il était, parce que c'est vraiment son lieu de vie. Il y est resté toute son existence. C'est un cadeau de son papa et de sa maman, cet petit hôtel particulier où il avait deux ateliers, le grand et le petit, et où il avait effectivement son logement, si on peut appeler ça comme ça, où vous pouvez voir une partie de ses collections personnelles, de gravures, de peintures, de dessins, de médailles aussi, et de plein d'objets, de bibelots, propres aussi un peu aux intérieurs bourgeois du 19e siècle. Voilà. Donc je vous conseille pas, parce que je suis pas un conseiller, puisque je suis pas un payeur, d'y aller, mais si vous avez un intérêt à comprendre ce que je vous raconte ce matin et ce que Jean essaye de faire passer tous les mardis ici, eh bien c'est d'aller sur place. C'est une chance extraordinaire. C'est très rare les ateliers qui sont restés dans leur jus depuis la fin ou le début du 20e, la fin du 19e ou le début du 20e. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter à mon petit blabla.
Un musée que je fréquente d'ailleurs assez régulièrement, surtout quand j'ai envie de mettre un doigt quelque part pour avancer. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité, c'est utile de le rappeler en ce moment surtout. Araka est la 74e avec Maïté à la régie et moi au crachoir qui vais tout de suite vous faire une annonce très importante concernant la librairie Publico pour un forum débat le samedi 2 octobre, c'est-à-dire samedi qui arrive, à 16h30 avec Maurice Rajefus pour son livre Le Petit Maurice dans la tourmente, avec des illustrations de Mario et Michel D'Agostin, aux éditions Tartamudo. Cette bande dessinée retrace le parcours de Maurice Rajefus, âgé de 14 ans en 1942,
Maurice Rachefus a échappé à la rafle au cours de laquelle plus de 13 000 juifs furent arrêtés par la police française. Un de ces nombreux et glorieux faits d'armes. Les familles, d'abord entassées au Vélodrome d'hiver, ont été internées au camp de Baume-la-Rolande, les célibataires et les couples sans enfants à Drancy. Leur sort commun fut la déportation vers les camps de la mort nazie. Voilà, donc vous pourrez parler avec Maurice samedi 2 octobre à la Librairie Publico à partir de 16h30. Soyez nombreux à y venir, en quelque sorte pour soutenir un peu la mémoire de cette saloperie de Shoah. Voilà, donc maintenant on va passer à l'histoire de Jean, une nouvelle, histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de courant artistique, et c'est du symbolisme que l'on va parler, qui est relié évidemment au premier papier de Jean concernant Gustave Moreau, qui était, on peut probablement dire, en tout cas en France, le plus grand symboliste de l'histoire de l'art de cette époque. Entre 1886 et 1900, le symbolisme trouva son aboutissement dans tous les domaines de la création. Et là, pour Gustave Moreau, évidemment, c'est de la peinture dont il s'agit, pas de la littérature et pas de la musique. La littérature exprima d'abord sa particularité, avant que ne le fisse ensuite la musique et enfin les arts plastiques. Le symboliste est un mouvement d'abord littéraire et artistique, apparu vers la fin du XIXe siècle en réaction au naturalisme et au mouvement parnassien. L'étymologie du mot symbole, jeté ensemble, pour désigner l'analogie que cette poésie souhaite établir entre l'idée abstraite et l'image chargée de l'exprimer. Pour les symbolistes, le monde ne se limite pas à une apparence concrète réductible à la connaissance rationnelle. Il est un mystère à déchiffrer dans les correspondances qui frappent d'inanité le cloisonnement des sens. Son, couleur, vision participent d'une même intuition qui fait du poète une sorte de mage. Le symbolisme oscille entre les formes capables à la fois d'évoquer une réalité supérieure et d'inviter le lecteur à un véritable déchiffrement. D'abord voué à créer des impressions, notamment par l'harmonie musicale, un souci de rigueur l'infléchira bientôt vers la recherche d'un langage inédit. L'influence de Mallarmé est considérable et entraîne la poésie vers une forme d'hermétisme que Jean Moreau définit de cette nouvelle manière. Ennemi de l'enseignement, la déclamation, la fausse sensibilité, la description objective. La poésie symbolique cherche à vêtir l'idée d'une forme sensible. Aurier donne une autre définition du symbolisme dans le Mercure de France. L'œuvre d'art devra être entièrement idéiste, puisque son idéal unique sera l'expression de l'idée. Deuxièmement, symboliste, puisqu'elle exprimera cette idée en forme. Troisièmement, synthétique, puisqu'elle écrira ses formes, ses signes, selon un mode de compréhension générale. Quatrièmement, subjective, puisque l'objet n'y sera jamais considéré en tant qu'objet, mais en tant que signe perçu par le sujet. Et enfin, cinquièmement, l'œuvre d'art devra être décorative. Alors, quelques peintres et sculpteurs et musiciens, tels que Gustave Moreau pour les peintres, Gustave Klimt, Odilon Rodin sont les plus remarquables. En sculpture, Rodin, c'est pourquoi pas, je l'aurais pas classé dans ce mouvement, mais bon. Et des membres du groupe symboliste des Nabis, tels que Émile Bernard ou Pierre Bonnard, ont exalté donc le symbolisme dans leurs œuvres. Voilà. C'est donc un mouvement d'abord littéraire, puis les musicos ont raccroché les wagons, et enfin les plasticiens qui sont toujours un peu en retard dans les mouvements, semble-t-il, innovants. Voilà.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, et moi je m'embrouille dans les petits papiers, à Racaille, la 74e, avec Maïté à la régie, et moi qui suis là, devant ce micro, toute seule, puisque Jean est absent, il est allé fermer les volets de sa datcha pyrénéenne. Il serait content si ça parle d'une datcha. En réalité, c'est une grange très belle, à 2000 mètres d'altitude, dans les alpages, avec les vaches, les moutons et les chevaux. Et il doit se taper d'ailleurs 1 heure de marche à pied pour la rejoindre par des sentiers escarpés et qui peuvent même être dangereux quand le brouillard se ramène sans prévenir. Quel courage, Jean, franchement. Allez se mélanger à cette altitude, c'est vraiment pour moi une sorte d'exploit. Bien, on est content en tout cas de savoir que tu es là-bas, que tu tutoies les nuages, alors que nous, on est dans la pollution parisienne. Et quand même content de l'être. Bon, je passe. Donc on est toujours dans cette espèce de fin 19e, début 20e, à la fin du siècle donc et au début du 20e, on va vous parler d'un artiste qui s'appelle Forain, un dessinateur qui a peint aussi, mais c'est surtout comme dessinateur qu'il est connu, qui avec Stendhal assurait l'une des 2 tendances fondamentales de la caricature, la satire, l'autre étant le portrait à charge. Son trait précis et incisif évoque avec une grande férocité les portraits anonymes des profiteurs et des politiciens véreux. Et je dois dire qu'aujourd'hui, tous les commis à la caricature de nos hebdos ou de nos quotidiens feraient bien de s'inspirer un petit peu de ces illustres prédécesseurs qui vraiment, y allaient franco, si on peut dire, de port, et pas pour rigoler, particulièrement. Enfin, moi j'ai un faible pour Stendhal, qui a illustré entre autres les soliloques du pauvre de Rictus, parce que Forain, je suis un petit peu plus dubitatif, étant donné qu'il a eu une collaboration suivie avec le Figaro pendant une 30aine d'années, et que personnellement je ne lis plus le Figaro depuis 1870, époque à laquelle il s'est rallié à la cause versaillaise, après avoir été un journal de gauche, où les plus grandes plumes, si on peut les qualifier ainsi, de la gauche de cette époque, ont écrit. Voilà, j'ai craché mon petit venin à l'encontre de Forain, mais comme Jean a choisi cet artiste, je me fais un devoir d'en parler. Fils d'un artisan peintre, Forain se ramène à Pantruche vers les années 1860 et se casse les burnes à se gaver des études de peinture et de dessin auprès d'un nom particulier, du nom de Jackson de la Chevreuse, faut le faire déjà, et aussi de Carpeau et Gilles. C'est déjà un petit peu plus intéressant. Casé à l'école des arts crado, traduisez les beaux-arts, il a pour pion, traduisez maître, mais comme nous sommes sur une radio anarchiste, chaque fois qu'on doit prononcer le mot maître, même appliqué à des créateurs, ça nous donne des boutons. Donc il a pour pion Jérôme, qui est pas un tout petit. Il se fade la guerre de 1870, puis devient pote avec Verlaine et son petit camarade Arthur. Il se traîne dans les salons de Botte-Dame de la Haute, où il se tamponne avec des gribouilleurs tels Barrès, Paul Bourget, et se tape sur le gras du bide avec Degas et Manet. Il fréquente les impressionnistes avec qui il participe à plusieurs expositions et publie ses nanars dans différents journaux tels que le Scapin, La Vie moderne, Le Monde parisien et La République des lettres, où il donne à donf dans une sorte d'ironie pleine de peps. L'opéra avec ses danseuses et ses abonnés devient son thème favori. Il faut dire que c'était pas triste. L'opéra avec les gros bourgeois qui se tapaient des petits rats, bref, ils auraient été mal maintenant parce que ils seraient... Enfin bref, passons. Le Buffet, une de ses œuvres, qui montre une réception mondaine et reçue au très officiel salon. Vous savez qu'il y avait à cette époque-là un salon officiel, il y en a encore aujourd'hui d'ailleurs, et il y avait un salon des refusés aussi. Mais le salon officiel, c'est là qu'on si vous voulez, qu'on était médaillé et puis
et qui permettait après de vendre ses œuvres et d'en vivre. Le veuf est également accepté à une autre occasion, un autre salon. Le Courrier français, encore une œuvre de Forain, le lance en publiant ses dessins satiriques et débute le Courrier français, c'est pas une œuvre, c'est un journal, comme son nom l'indique. Le Courrier français lance Forain en publiant ses dessins acceptés à une autre occasion. Non, là je me mélange totalement les crayons. Le Courrier français, je recommence pour la 30e fois, lance Forain en publiant ses dessins satiriques et débute une collaboration avec, devinez qui, je vous le donne Émile, Le Figaro, qui durera 35 ans. Moi je fais ça à 30 ans. Non, c'est invraisemblable. Enfin bref, de nombreux journaux le publient pour son esprit caustique. Il explique dans Le Fifre, ça j'aime bien le titre, son journal lancé en 1889, qu'il veut blablater sur la vie de tous les jours, en montrer le ridicule de certaines douleurs, la tristesse de bien des joies. Bon, tout un programme. Avec le boulangisme, le scandale de Panama et l'affaire Dreyfus, Forain se détourne de la satire sociale et s'oriente vers la satire politique. Le polémiste se déchaîne dans Psst, journal qu'il fonde avec Carandache et le soutien de Degas et Barrès. Carandache qui n'était pas non plus franchement progressiste. Pendant la Première Guerre mondiale, il exalte le patriotisme de ses contemporains dans l'opinion. Le Figaro et Oui avait des légendes telles que « Pourvu qu'ils tiennent », qui ça, « Les civils ». Après la guerre, durant l'hiver 1920, Forain participe avec d'autres artistes à la fondation de la République de Montmartre, dont il restera président jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, vous voyez, c'est pas franchement un artiste dont la sensibilité politique nous bouleverse, mais bon, on faut pas être complètement abruti. Il peut y avoir, même chez les gens dont on partage pas forcément les opinions politiques, des artistes, des grands créateurs. Ça arrive, il y a des exceptions partout. On n'est pas sûr qu'on est quelqu'un qui est en quelque sorte un affidé du capital, que c'est forcément un gros con dans les autres départements du jeu. Voilà. J'ai fait mon devoir en vous parlant du symbolisme de Gustave Moreau et de Forain. Pour la suite, on se penchera sur encore des annonces concernant les œuvres de la FA, puis le guide juridique et fiscal de l'artiste, puis on se saluera. Voilà. Sí que me da pena, que me da emoción. Me alejo de tus brazos, de tu boca de tiburón. Me dejo el dinero, en la televisión. Yo sé, los que se marchan no tienen razón. De vez en cuando parecen cabrones, pero entre tú y yo no hay corazón. Sí, entre tú y yo no hay corazón. Cojo la maleta y te dejo la plata. Llaves de casa. I cry and now with sorrow. I don't wanna cry anymore. I try, oh yes, I'm sorry. I don't wanna try anymore. Nadie sospechaba que yo iba a parar. Estaba harto con la super
televisión, la televisión. Yo sé, los que se marchan no tienen razón. De vez en cuando parecen cabrones, pero entre tú y yo no hay corazón. Sí, entre tú y yo no hay corazón. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Toujours sans Dieu, sans maître, sans publicité, ça change pas. À Racaille, la 74e, avec Maïté à la régie, et celui qui vous parle, un anonyme, pour l'occasion, pourquoi pas. Bien, je vais vous donner quelques infos sur les expos à ne pas manquer, un peu en avance sur l'habitude qui les porte plutôt vers la fin, mais bon, comme on a du temps, comme notre camarade Jean n'est pas là pour meubler, je vous en cause tout de suite. Alors, les expos donc à ne pas manquer. Alors, celle du Musée national Gustave Moreau, 14 rue de la Rochefoucauld, à Paris dans le 9e. Alors, je vous en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Sur 3 étages, le musée présente environ 1300 peintures, aquarelles et cartons, et près de 5000 dessins. On peut suivre la genèse de chaque œuvre grâce à l'ensemble des dessins conservés et retracer la démarche créatrice de l'artiste. Oui, ça, je vais peut-être un peu enfoncer le clou, puisque comme je suis un accro de ce musée, en vous disant que c'est vraiment une leçon de peinture, mais aussi une leçon de courage, de persévérance, de modestie aussi. C'est cet artiste qui n'avait pas une santé exceptionnelle, a produit des œuvres immenses, on peut dire. Je me demande, mais c'est toujours la question qui me tracasse quand on parle, ou quand Jean parle de ces artistes anciens, enfin qui ont exercé il y a quelque temps de ça, c'est leur espèce de capacité de travail absolument extraordinaire. C'est un tout petit bonhomme souffroteux, enfin bon, qui était capable de tartiner des choses de 6 mètres de long sur 3 mètres de haut, enfin des choses invraisemblables, et qui avait avant des dessins préparatoires, mais d'une beauté exceptionnelle, des dessins, des esquisses, des aquarelles, qui étaient vraiment précurseurs pour certaines pochades préparatoires. C'est vraiment la peinture dite abstraite, bien avant qu'elle devienne, si on peut dire, à la mode, parce que bon, il y a aussi des modes en peinture. Enfin, il a vraiment tout exploré, la sculpture aussi. Il y a des très belles cires, et puis je dis cette espèce de culture immense, enfin qu'il concrétisait, enfin, ou en tout cas qu'il concrétisait par une collection d'objets rares, de peintures, de sculptures, de gravures, d'objets rapportés d'un peu tous les pays du monde. Voilà, un artiste symboliste, mais aussi symbole de ces grands plasticiens qui investissaient vraiment toute leur vie dans cette pratique. Et pour Gustave Moreau, avec beaucoup de modestie, il est resté toujours assez éloigné des honneurs de la République que beaucoup de grands peintres de cette époque, enfin ils étaient grands peintres à cette époque, ils le sont maintenant pour la plupart, fréquentaient assidûment les remises de médailles, etc., les prébans de la République. Ce n'était pas le cas de Gustave Moreau, peut-être aussi parce que bon, il avait des parents qui avaient une petite fortune et il n'était pas complètement l'obligé
des commandes publiques. Il n'en a d'ailleurs jamais exécuté aucune. Il était complètement dans le système marchand privé. Et il y a même dans son musée quelques toiles qui ont été retournées par des clients qui n'étaient pas satisfaits. Voilà, tout ça c'est pour un artiste actuel ou pour un amateur d'art actuel, c'est vraiment une leçon extraordinaire de peinture et on entre dans la vie vraiment et les habitudes et le quotidien d'un grand artiste du fin du 19e, début du 20e, je le rappelle, maître, professeur, enseignant de Matisse et de Rouault. Rouault qui était son légataire, qui s'est occupé de la succession et qui était le responsable des collections, etc. Après la mort de Gustave Moreau. Voilà, bon, je vous ai peut-être assez gavé avec ça, mais peut-être aussi que ça vous donnera envie d'aller 14 rue de la Rochefoucauld à Paris dans le 9e et de vous balader dans cette immense, enfin ces très grands ateliers et ce tout petit logement comparé à la surface des ateliers. Et puis une exposition Les artistes russes hors frontières, musée de Montparnasse, 21 avenue du Maine, à Paris dans le 15e, jusqu'au 31 octobre 2010. Une partie du patrimoine culturel russe s'est construite en exil, souvent à Paris et surtout à Montparnasse. Ces artistes ont contribué à créer l'école de Paris. Ivan Babaï, Léon Basque, Boris Chaliapine, Sonia Delaunay, Serge Ivanov, Moïse Kisling, Nadia Léger, Tamara de Lampica, Emmanuel Magnier-Katz, Féodor Stravinsky, Marie Vassiliev, Ossip Zadkine et beaucoup d'autres, dont un que j'adore mais dont je me souviens plus du nom. C'est dommage. C'est un pote de Modigliani et puis d'un peintre montmartrois dont je me souviens plus du nom non plus. J'ai des absences assez graves. Ah oui. Haïm Soutine, voilà. Je suis étonné d'ailleurs qu'il soit pas en number one de cette évocation des artistes russes à Paris, parce que Haïm Soutine en était un et un grand, enfin que j'adore en tout cas. Son travail de peinture, pour moi, est extraordinaire, comme le personnage d'ailleurs. Bien, on va donc faire une petite pause musicale et après, je ferai quelques annonces pour nos chères œuvres de la FA. Puis une autre pause musicale, puis je vous casserai les burnes avec le guide juridique et fiscal de l'artiste dont je vais vous raconter un chapitre.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, avec une musique qui déménage un peu. À Racaille, la 74e, avec Maïté, qui assure toujours aussi merveilleusement la technique. Notre ami Jean, sa place est vide, c'est très triste. Il est donc parti dans les Pyrénées pour fermer sa grange, pour éviter que fouine, loup, ours, ou tous les autres habitants de la montagne ne viennent cet hiver faire la fête dans sa grange, comme c'est déjà arrivé. Et au printemps, quand il revenait, il fallait tout remettre, tout nettoyer, tout était sans dessus-dessous. Voilà, ça c'était pour évoquer notre camarade qui n'est pas là et qui nous manque. Donc on se plonge dans le guide juridique et fiscal de l'artiste. Ah oui, tiens, avec une dédicace spéciale Guillemette, qui était notre invité mardi dernier et qui a assuré une émission d'enfer. Salut Guillemette. La comparaison de l'achat et de la location, parce que lorsque vous êtes un artiste, débutant ou pas, vous avez toujours la possibilité de louer ou d'acheter un local, ce qui n'est pas indiqué dans ce manuel pratique du guide juridique et fiscal de l'artiste, c'est qu'on peut aussi squatter. Mais bon, c'est pas dans les options de Véronique Chambaud qui a rédigé ce manuel. Vous avez le choix entre l'achat et la location de votre atelier. Tout va dépendre de vos moyens financiers, et alors là, on ricane, et de votre intérêt à acheter ou à louer. Si la perspective d'achat reste pour vous éloignée, vous pouvez toujours y songer. Moi, j'y ai songé pendant près de 50 ans, et j'y songe toujours. Si vous décidez d'acheter votre atelier, vous avez deux possibilités, l'acheter à titre professionnel ou l'acheter à titre personnel. Quelle est la différence? Dans les deux cas, c'est un bien affecté à votre activité, si vous l'utilisez pour travailler. En cas d'achat professionnel, les locaux sont inscrits à votre bilan. Là, ça me donne des convulsions. Ils deviennent un actif de votre entreprise que vous exerciez en individuel ou en société. Alors là, c'est toujours coller le travail d'un artiste, le coller au mot société, ça m'a toujours fait comme des alus. L'avantage est que cela peut vous faciliter l'obtention de financement. Ouais. Car il constitue une garantie pour vos créanciers. On me demande tellement de garanties maintenant, mes créanciers, que je doute qu'il y ait beaucoup de plasticiens qui soient capables d'assurer. À court terme, vous bénéficiez de substantiels avantages fiscaux, puisque les droits d'enregistrement, les frais de notaire, la taxe foncière et les amortissements sont des charges déductibles. Oui, mais pour pouvoir déduire des charges, il faut déjà avoir de la thune qui justifie ces charges. Bon, en cas d'achat personnel, tous ces frais ne peuvent être passés en dépenses déductibles. Ah, voilà. Donc, si vous achetez à titre professionnel, vous avez possibilité de déduire, mais si c'est personnel, non. Allez savoir pourquoi. Mais l'achat n'a pas que des avantages. Si vous vendez votre atelier, vous acquittez l'impôt sur un éventuel plus-value de cession. En cas de plus-value à court terme, moins de 2 ans, elle est intégrée dans vos résultats et imposée à l'IR, impôt sur le revenu, qui, en cas de plus-value à long terme, plus de 2 ans, sera soumise à un prélèvement de 16%, plus les prélèvements sociaux, 12,1%. C'est ça, c'est toujours assez hilarant, les décimales dans ces calculs. Il vous reste la possibilité de louer votre atelier. C'est moins cher, alors là, c'est à voir, moins risqué, et vous laisse une plus grande facilité pour déménager, à la cloche de bois, je précise. Que le local soit professionnel, mixte ou commercial, l'avantage est que le loyer et les charges acquittées sont déductibles de votre bénéfice imposable. En nota bene, seulement la part correspondant à l'usage professionnel pour le bail mixte. Voilà, vous comprenez que si vous avez un logement et un atelier, cette déduction n'est juste valable que pour l'atelier, pas pour votre piole. Mais vous devez personnellement veiller à ce que les locaux que vous allez utiliser correspondent bien à un usage professionnel. C'est en principe au propriétaire d'obtenir les autorisations et garanties requises, mais c'est vous qui serez sanctionné si vous avez illégalement changé la destination d'un local. C'est-à-dire que, par exemple, moi, l'atelier que j'occupe actuellement, l'atelier logement, a été depuis sa création une garçonnière pour
des joyaux coréens. Il n'a jamais été un local artistique et je me demande bien comment ça se passait. Voilà, alors le bail en détail. Ouais, je sais, je suis peut-être un petit peu long sur ce coup, mais il faut bien meubler 1h30 d'émission, surtout quand il manque un des animateurs. Vous avez trouvé un atelier et vous avez décidé de le louer. Pour héberger votre activité, vous avez besoin d'un local professionnel ou d'un local mixte assorti d'un bail correspondant si vous êtes artiste libéral. Vous devez signer un bail commercial si vous êtes artiste auteur ou artisan d'art. Et dans ce cas, vous bénéficiez des dispositions de location qui sont très favorables. Au moment de signer ou de renouveler votre bail, certaines précautions sont à envisager pour éviter les difficultés. Je ne vais pas vous gaver plus sur ce sujet. On y reviendra la semaine prochaine avec signer un bail professionnel. Là, l'histoire. Vous imaginez, vous avez signé un bail professionnel avec un stylo Waterman ou Montblanc, de préférence, parce que le bail professionnel porte sur des locaux permettant l'exercice d'une activité non commerciale et non artisanale. Il convient à l'artiste libéral. Voilà. Bien, à tout à l'heure. Is it so hard?
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, une voix que vous entendez peut-être pour l'avant-dernière fois, pour aujourd'hui, à Raquel, la 74e, mais cette voix que vous entendez pour l'avant-dernière fois aujourd'hui, c'est une voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, je me permets de vous le rappeler, et je vous le rappellerai jamais assez, c'est important, surtout en ces temps de misère sociale, ah bah oui, tiens, à propos de misère sociale, 13% de la population française vit en dessous du minimum pour vivre, c'est-à-dire en dessous de 900 € par mois, dont la moitié à moins de 700 € par mois. Une bonne nouvelle pour nous remonter le moral. Voilà, je vais vous parler donc des œuvres de la FA, ce que nous faisons dans cette émission chaque mardi. D'abord de la librairie Publico, une librairie unique où vous aurez donc samedi un débat vers 14h30 avec Maurice Rafsus pour son livre Le petit Maurice dans la tourmente, qui relate, si on peut dire, le drame des déportés juifs de France à ces époques terrifiantes. Et la librairie Publico aussi, où vous pouvez trouver de la littérature militante, mais pas que, de la littérature générale, de la musique, des affiches, des flyers, des CD. Bah oui, c'est concerne la musique, les CD. Et des t-shirts, enfin bref. Il y a de tout à la librairie Publico. Vous pouvez, si vous avez besoin de quelque chose de particulier, le demander à un des permanents, Max ou Laurent, qui sont vraiment des bibliothèques ambulantes, on peut dire ça comme ça, qui sont capables de vous renseigner sur un peu n'importe quoi, avec beaucoup de gentillesse, ce qui les rend attachants et qui fait de la librairie Publico un lieu de convivialité assez unique aussi à Paris. Puis, Radio Libertaire, cette radio que vous écoutez en ce moment, qui permet à des émissions de vivre et de diffuser des idées, des musiques, de faire connaître des livres, etc. Toute la semaine, pratiquement sans interruption, sauf avec quelques rediffs de temps en temps, quand il n'y a pas une émission qui existe entre minuit et 7h du matin. Radio Libertaire qui a besoin de votre soutien, toujours et encore, pour pouvoir assurer son matériel qui s'use, qui se périme, et de manière à ce que vous écoutiez cette radio d'une manière assez confortable. Donc il y a une carte d'auditeur que vous pouvez acheter pour 20 €, toujours à la librairie Publico. Il y a aussi une souscription, c'est-à-dire que vous vous engagez à verser une somme d'argent qui sera prélevée sur votre pléthorique compte bancaire tous les mois. Mais c'est pas obligé, mais c'est une suggestion. Tout est bon pour assurer la pérennité de cette station de radio qui, elle aussi, comme la librairie Publico, comme toutes les œuvres de la FA, est absolument unique. Et puis, Le Monde Libertaire, un magazine qui publie des textes sur l'actualité, mais pas que, aussi des textes sur l'anarchie, des textes à l'international, des brèves, des rubriques consacrées à des faits divers et variés, et puis tout ça soutenu par des illustrations vraiment jouissives, si on veut dire ça comme ça, que de jeunes illustrateurs nous pondent toutes les semaines pour mettre un petit peu de vie encore plus trépidante dans cet illustre magazine que vous pouvez trouver dans tous les kiosques d'élite de la capitale, qui sont peu, mais il y en a quand même. Éventuellement, si vous êtes vraiment dans le trou, vous pouvez les chourer, mais pas à la librairie Publico. Non, la librairie Publico, vous pouvez pas faire ça, parce que là, Laurent et Max seraient mal, et c'est comme ils sont pas des flics, ils ont du mal à vous
planté. Donc voilà, le Monde Libertaire, Radio Libertaire et la Librairie Publico, 3 œuvres de la Fédération anarchiste, avec lesquelles vous pouvez un petit peu marcher hors des sentiers rebattus. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Raquel, à 74e, c'est la fin bientôt, avec Maïté qu'on remercie vraiment pour le travail exceptionnel qu'elle fait en régie. Ça, c'est important pour une émission, pour que tout se passe bien, pour que vous puissiez l'écouter avec le maximum de confort. On va terminer, je voudrais vous faire un petit rappel des lieux que vous pouvez fréquenter pour vous familiariser avec les œuvres d'art, et particulièrement le musée d'Orsay, que personnellement je fréquente régulièrement, seulement pour y voir
quelques œuvres de Corot, de Millet et du camarade Courbet. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vais voir quand je vais au musée d'Orsay, mais c'est un musée extraordinaire dans un lieu qui l'est pas moins, une architecture de gare, mais très très belle. Tout le 19e siècle y est représenté, tant au point de vue de la peinture que de la sculpture, que des arts décoratifs, que de toutes les formes d'expression plastique, et avec vraiment des œuvres magnifiques. Il y a aussi un autre lieu que je fréquente quelquefois, c'est le musée Mayol, où il y a parfois de très belles expositions. J'en ai vu une de Basquiat il y a quelques années qui était assez exceptionnelle. Et puis vous avez aussi la Pinacothèque de Paris qui a présenté aussi une exposition assez extraordinaire sur justement Chaim Soutine, un peintre que j'adore. Je citerai pas le Grand Palais, mais pourtant j'y ai vu aussi une très très belle exposition d'Émile Nolde, qui en dehors de ses pétarades nasillones a été quand même un artiste dégénéré, enfin décrété tel par le Troisième Reich, et dont 1000 œuvres ont été détruites par ce même Troisième Reich. Voilà. Il faut le répéter, il faut le dire, parce que certains exégètes nous rappellent complaisamment son adhésion au parti national-socialiste allemand, mais tout le monde peut faire des conneries. Il l'a payé très cher après, en étant interdit même de travailler. C'est-à-dire il pouvait ne travailler que clandestinement parce qu'on surveillait, il était surveillé en permanence, et il pouvait même pas s'acheter de fournitures pour travailler. Tout ça c'était verrouillé, et il se planquait pour faire des toutes petites aquarelles. Il en a produit une quantité assez extraordinaire, mais qui sont absolument merveilleuses. Voilà. Après ces petits rappels, on va se quitter en remerciant encore une fois Maïté, en regrettant encore une fois que Jean ne soit pas là. Il nous manque beaucoup, mais il sera là mardi prochain. Et on espère aussi vous retrouver fidèles à ce rendez-vous.